Qu'au fond, vous m'avez présenté des gens qui comptent pour vous, et je voudrais vous présenter à mon tour des gens qui comptent pour moi, parce que vous allez vous reconnaître en eux. Vous avez fait de ce qui aurait pu être une tragédie quelque chose de lumineux, et eux s'intéressent à notre société qui vit finalement une forme de tragédie. On parle de crise, on parle des peurs de cette société, du manque de solidarité, et ils vont nous parler justement de cette précarité. Comment il y a des humains ici ou là qui font tout pour qu'elle n'existe pas, et donc il y a des fléaux dans cette société, mais il y a aussi des idées qui marchent. Et mes amis dénicheurs, eux, ils sont en quête de ça. Vous allez me dire si vous comprenez pourquoi ils me mettent de bonne humeur. Et d'ailleurs, les voilà. Salut les camarades. Anaïs, bonjour. Martin, bonjour. Luc, je vous les présente dans un instant. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous laisse vous installer. Merci. Alors, mon camarade Luc vient de la région de Toulouse. Je soupçonne de garder l'accent pour garder du charme. Il plaît beaucoup aux femmes parce qu'il a été homme au foyer pendant 8 ans. C'est bien. Ouais, tout de suite, j'aime bien ça. Oui, j'aime bien. Ça fait son effet à chaque fois. Et mon camarade est obsédé comme moi par tout ce qui crée du lien dans cette société. Et on va parler de quoi, Luc, aujourd'hui? Eh bien, on va parler du fait qu'aujourd'hui, en France, passé 45 ans, pourquoi vous rigolez? J'aime bien votre accent. Il fait exprès pour garder le charme, hein, je crois. Hein. J'aime bien. Oui. Alors aujourd'hui, en France... il sait faire l'accent parisien. Donc aujourd'hui, en France, passé 45 ans, les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes par le chômage. D'accord, c'est un fait. Et paradoxalement, elles sont plus qualifiées que les hommes, et pourtant elles sont plus touchées. Et cette forme de précarité que je crois vous avez pu connaître aussi, voilà. Eh bien, il y a des femmes qui se sont dit que ça n'allait pas être une fatalité. Alors, elles se sont regroupées dans un collectif pour sortir toutes ces femmes qui sont exclues de l'emploi, passé 45 ans. On en parle tout à l'heure. Ça vous donne envie? Ah ouais. Bon, c'est fait exprès, c'est fait exprès. Martin, 21 ans. Ouais. Martin est très particulier, c'est un garçon particulier. On va dire que le système scolaire s'est pas rendu compte qu'ils avaient un petit génie entre leurs mains. Donc il a décidé de faire sa vie. Et alors lui, il est très intéressé par les exclus. Et il a créé un site que je vous conseille d'aller visiter qui s'appelle les Sans-A. Les Sans-A, ce sont les sans-abri, sans amour. Sans amitié, sans affection, sans attention, mais toujours avec histoire, humour, espoir. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors aujourd'hui, on va parler des problématiques en fait liées aux femmes sans abri et aux personnes précaires qui n'ont pas accès aux produits d'hygiène. Donc j'ai entendu votre histoire et l'invisibilité sociale dont vous parlez. Moi, ce que j'aime faire, c'est rendre visibles les invisibles. Alors c'est fou parce que ce sont vos mots. D'accord. Et ce sont les siens et vous ne vous connaissiez pas. Non. Pas du tout. Et donc de permettre, en fait, c'est une initiative qui permet aux femmes sans abri d'avoir accès à des produits d'hygiène et donc de retrouver une dignité, une confiance et pouvoir aller de l'avant. Donc, qui était un sujet un peu tabou. Il y a des gens qui se sont occupés de ça et qui ont affronté le problème et qui ont trouvé des solutions. Voilà, exactement. Voilà. Et Anaïs c'est une Québécoise qui n'a pas d'accent. Je ne sais pas comment elle fait. Elle a essayé de. Elle n'est pas vraiment québécoise. Mais pourtant, si. C'est vrai qu'il faut au début, je crois que c'est une ancienne Québécoise. Non, c'est une vraie Québécoise qui a grandi là-bas. Et j'adore son regard. Elle est très gênée quand on parle d'elle parce qu'elle passe sa vie derrière la caméra. Elle est documentariste et j'adore le regard qu'elle porte sur notre société. Et donc, j'aime bien à chaque fois la suivre. Tu nous emmènes où, Anaïs, aujourd'hui? Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui du lien qui existe entre l'estime de soi et le soin qu'on porte à son apparence. Et c'est important parce que vous en avez parlé, Samira, en disant quand je faisais les ménages, j'arrêtais de me maquiller. Et donc, votre fiancé continuait de vous trouver formidable, mais vous aviez la sensation que vous changiez totalement. Passer de la scène aux femmes de ménage, on arrête de se maquiller, et même, c'est même pas la peine de se laver avant de faire 5 heures de ménage, on se lave après. Exactement. Et donc, ça a un rapport avec l'estime de soi. Vous voyez une conséquence sur l'estime de soi? Mais évidemment, oui. Oui. Si vous voulez, le reflet que me renvoyait le miroir était difficile. Difficile. Donc, c'est de ça qu'on parle. Oui. Donc en fait, c'est vrai que nous-mêmes, on le ressent quand on se sent vulnérable, qu'on n'est pas bien dans sa peau, on n'a pas très envie de se faire ni belle ni beau. Alors imaginez quand on est une femme en situation de précarité, comme vous avez pu l'être, qu'on galère, eh ben, on peut ne pas avoir ni le désir ni l'énergie de prendre soin de soi. Et pourtant, c'est le moment où il faut avoir un regard bienveillant sur soi pour aller de l'avant. Et cet enjeu, il y a une femme qui s'y est intéressée, ça l'a interpellée, elle s'appelle Lucia Irachi. C'est une ancienne coiffeuse qui a travaillé dans le milieu de la mode. Ensuite, elle a ouvert son propre salon et elle a décidé de se mettre au service des femmes en grande difficulté. Et elle a donc créé un salon qui s'appelle le Salon Joséphine, qu'elle a fondé en 2006. À Paris, et qui accueille les femmes en grande difficulté, en recherche d'emploi. Et là, elle propose à la fois de l'écoute, mais des soins du corps. Et moi, j'ai suivi une de ses bénéficiaires, qui s'appelle Angelina, pour rendre compte de son expérience. On regarde.
Je suis arrivée très jeune à Paris et puis j'ai été auxiliaire de vie, animatrice pour les enfants, gardienne d'immeuble, tous les métiers qui me tombaient sous la main, je les prenais. Alors j'étais souvent acceptée, mais pas payée à ma juste valeur. J'ai pris un peu moins soin de moi parce que j'avais l'impression qu'on ne me voyait pas. Je suis partie dans l'isolement, on ne voyait rien de ma souffrance. Bonjour Angelina. Bonjour. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, non? Oui, un petit moment, oui. De quoi vous avez envie aujourd'hui, là? J'aimerais bien avoir un côté un petit peu plus éclatant, vu la tête que j'ai aujourd'hui. Bon, elle est pas mal, votre tête, mais c'est vrai qu'on peut faire des choses un peu plus éclatantes parce que le petit blond, là, il est loin. Le salon Joséphine, c'est une association. C'est un endroit où on vous pouponne. Alors, on vous coiffe, on vous maquille, on vous détend et en même temps, il y a le côté écoute. Tout un panel de choses très, très importantes pour une femme. Et alors, tu veux faire un shampoing? Oui. Une coiffure, vous pouvez venir avec vos cheveux tout défaits, ça vous fait même pas 3 €. On vous redonne du boost à vos cheveux. J'ai toujours cherché un contrat à durée indéterminée. C'est là où je me faisais plutôt virer. Ça a été très dur, tout ça. La coiffure est une thérapie aussi. Oh, c'est important de se sentir bien. Mais ici, j'ai l'impression de redevenir vraiment une personne à part entière, comme tout le monde. Et j'avoue franchement que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée à sortir de cet isolement où j'étais en train de tomber. J'ai créé ce salon parce que je sentais qu'il y avait besoin de créer un endroit spécifique où les femmes, un peu cabossées par la vie, puissent se reconstruire. Soigner son apparence, c'est se sentir bien, c'est être fier de soi. C'est important qu'on ne s'oublie pas. Vous allez être toute jolie, je vais vous préparer le teint, mettre un peu de mascara, un peu de lumière aussi au niveau de la paupière. J'en profite. Il faut. Je me sens vraiment l'Angelina que je dois être. Le regard des gens est différent. Et ça joue beaucoup en partant d'ici. Regardez. C'est super beau. Pour remercier les gens, je dessine sur un petit carton autocollant une petite coccinelle qui souhaite une très bonne journée pour chaque personne qui m'ont fait du bien. Ah, c'est joli, Merci encore. Voilà, tiens. Alors, maman, je peux te raconter une blague de Toto? En sortant du salon, je retrouve mon fils, je suis épanouie. Je suis souriante, j'ai vraiment une autre influence. Ah oui, c'est vrai, t'es trop jolie. Oh, je t'adore. Le regard de mon garçon, il est pour moi énorme. Allez, vas-y. Quelle belle initiative. C'est vrai. Belle idée, hein? Quelle belle idée. Qu'est-ce qui vous touche là-dedans? Parce que vous étiez subjugué. J'écoutais, c'est Angelina qu'elle s'appelait, qui parlait d'elle, et je me disais, c'est ça, soigner son apparence, c'est consoler son intérieur. C'est exactement comme ça que je le ressentais. C'est vraiment ce que propose cette dame, cette coiffeuse, c'est extraordinaire. Je trouve ça formidable. Ah ouais. C'est d'aider les gens à rester dignes et dans l'estime de soi-même. C'est magnifique. Ouais. Parce que l'apparence, Quand c'est même un des évidemment la piliers. confiance en soi et l'estime de mais soi, oui. ça aide à tenir. Et donc, il y a combien de personnes qui, finalement, sont dans cette association? Combien de bénévoles, on sait? Il y a 50 bénévoles qui se relaient comme ça pour offrir des soins aux femmes. Il y a plus de 3000 femmes qui ont pu bénéficier des soins de ce lieu, mais à la fois, d'une certaine manière, c'est pas chiffrable finalement ce que le salon Joséphine
apporte à ces femmes. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est de voir à quel point la beauté, qu'on peut considérer comme quelque chose de futile, de frivole, c'est un véritable moyen pour se reconstruire et même renaître. Et je pense que le salon, il a permis à des femmes une réelle renaissance, ou en tout cas une reconquête de soi. Et certaines, on le dit, c'est pas chiffrable, mais ont retrouvé du travail. Elles sont très nombreuses. Elles sont 20%. Ouais. Donc c'est pas mal. très spectaculaire. Merci Anaïs. J'ai envie qu'on t'applaudisse pour ce genre de... Alors Martin, donc ce petit jeune homme qui est donc un peu spécial et qui s'intéresse aux plus exclus, tu parlais d'un sujet tabou finalement. C'est un sujet extrêmement tabou parce que 40% des femmes, personnes sans abri sont des femmes, donc c'est une population qui est particulièrement invisible davantage que les hommes et qui a connu de nombreux traumatismes. Et donc il y a une initiative qui s'appelle Règles élémentaires qui veut apporter des serviettes hygiéniques et des tampons aux femmes sans abri. À quel point c'est un problème? Parce qu'effectivement, toi tu t'intéresses à la question, tu n'as pas peur de ce qui est tabou. C'est un problème parce qu'on va prendre un exemple. Sur la page Facebook de Sansa, on a reçu le message de Anne-Claire qui raconte que quand elle avait ses règles et qu'elle était dans la rue, elle ne l'est plus maintenant, elle était obligée de mettre des t-shirts en boule pour justement se protéger, des règles. Et donc ça crée des mycoses, des infections, donc on ne peut pas avancer, la dignité, on la perd. La confiance en soi, elle n'est plus là, plus les agressions. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et donc là, c'est génial parce que ça montre que la jeunesse, elle a de la ressource et qu'on a envie de faire des choses. C'est l'histoire de Tara, qui est étudiante à Sciences Po et qui un jour dit « Moi, je veux plus que ce soit un tabou et je veux aider ces femmes sans-abri dont on parle pratiquement jamais. Donc, je vais lancer une énorme collecte dans l'établissement, donc dans Sciences Po. » Alors, elle collecte quoi? On a des de tampons, de serviettes hygiéniques. Et donc, ça a été... elle a collecté, il me semble, en 2015, pas loin de 20 000 produits hygiéniques. Pour les femmes sans abri. Stocké où? Alors en fait, c'est ça. Non, parce que dans son armoire informatique. C'est ça, parce qu'en fait, parce que quand on est une petite association, c'est compliqué. Il faut avoir un énorme entrepôt. Et ben en fait, elle les distribue ensuite au SAMU social qui est spécialisé pour aller voir les personnes en situation de précarité et sans abri. Et donc, leur donne ces tampons. Et alors, elle a fait une campagne en fait pour sensibiliser les étudiants. Donc là, c'est Alice, 29 ans, sans toit, mais des règles tous les mois. Leïla, 16 ans, pas un centime pour l'hygiène intime. Juliette, 36 ans, sans abri et sans serviette. Et c'est vrai que les femmes sans abri, on les voit finalement que très peu. On en parle très peu. Et puis on ne pense pas à ça. Non, on ne pense pas à ça. À leur intimité, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Et alors comment on fait pour agir et pour trouver des solutions? Comment nous, on peut agir et aider? C'est super simple. Imaginons que vous êtes dans la rue, vous voyez une femme sans abri, vous allez la voir, vous discutez avec elle, il ne faut pas avoir peur de la rencontre parce que c'est une personne comme n'importe qui d'autre, elle a une histoire, elle a eu des problèmes, et donc de lui demander ce qu'elle aimerait. Vous pouvez dire, est-ce que vous aimeriez des serviettes hygiéniques, des tampons pour vous aider? Si elle dit oui, avec grand plaisir. Parmi une liste d'autres choses. Parmi une liste d'autres choses. L'idée, c'est d'être délicat et de rien imposer. Il ne faut pas imposer, il faut prendre en considération leur histoire, leur personnalité, parce qu'on a toujours tendance à aller voir et à donner quelque chose, mais on ne sait pas si la personne aime, si elle est allergique. Donc on a l'impression de faire un bon geste, mais finalement, est-ce que on respecte vraiment la personne? Donc, il y a aussi des points de collecte, donc pourquoi pas demander aux médecins ou aux pharmacies où vous allez, vous ne pourriez pas ouvrir une boîte pour règles élémentaires pour que les gens puissent donner des tampons, des serviettes hygiéniques, des produits chez votre médecin, dans les écoles, dans les magasins. Enfin, ça n'existe pas pour l'heure, les collectes. Alors, elle a lancé ces collectes-là, mais ça peut être une bonne idée de continuer, sachant qu'elles ont plus ce rôle de relais que de stocker, puisqu'ils distribuent ça à d'autres associations. Donc, pourquoi pas aussi contacter la Croix-Rouge de Paris ou même d'autres, enfin que le mouvement puisse s'étendre un peu partout. Ce que tu es en train de dire, Martin, effectivement, c'est que cette jeune fille, Tara, parce qu'on a l'impression qu'une assoce, c'est un truc qui est né comme ça. C'est juste une personne qui, comme toi, est un peu révoltée, indignée, et décide de ne pas prendre ça pour une fatalité. Exactement. Alors que c'est tabou. Et donc, elle va agir et déjà commencer à régler le problème avec ses 20 000 énormes. Et l'idée, c'est que tout le monde peut le faire en allant voir la pharmacie. N'ouvrez pas l'armoire. C'est ça, en provoquant, quoi. C'est que tout simplement, c'est qu'on ne peut pas dire ça n'existe pas, puisque ça n'existait pas quand elle l'a fait. Ou ton site, les sans-A, n'existait pas avant que tu le fasses. Donc en fait, c'est ça que je retiens. Donc c'est une prise de conscience, voilà, c'est de se dire si j'ai envie d'agir, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire ça a été compliqué. Non, si vous avez une idée ou envie de changer les choses, faut y aller, faut foncer, et puis s'entourer de personnes qui ont aussi envie de changer les choses, et puis à la fin, ça fait ce genre de belles histoires en fait, et de solutions. Donc du coup, on voit une
pharmacie, on demande à la pharmacie de collecter et de rentrer en contact avec... Avec règle élémentaire. D'accord, Voilà. donc on met en contact les uns les autres et on peut Exactement. tous le faire. Exactement, ça fait un tissu de lien social. En plus, derrière, ça permet aussi d'aller voir les personnes sans abri, de rompre un peu ces préjugés, ces stéréotypes, de rencontrer des personnes qui ont une vie bouleversante et pourquoi pas de les aider. Moi, enfin, j'ai plein de personnes sans abri et certaines femmes sans abri que j'ai pu rencontrer qui sont devenues des amies ça crée du lien et c'est ça qui est Juste important. pour vous raconter, il avait super froid quand il est arrivé et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il avait donné son pull à quelqu'un juste avant de venir. C'est pour ça qu'il a enrhumé. C'est pour ça qu'il a enrhumé maintenant. Donc je vous vois, vous et nous, adultes, regarder ce gamin, parce que c'est un gamin, Oui, et je qui veux savoir ce que pourrait vous être, ressentez et ce que vous pensez de tout ce qu'on vient de raconter, de ces jeunes qui prennent les choses en main finalement. Qu'est-ce que pourrait... C'est formidable. Intéressant, cette Votre regard parle pour vous. C'est bien. Ça pourrait être mon fils. Il pourrait, oui. Oui, largement. Et comment ça se fait que dans ton esprit, ce genre d'initiative a pris naissance? Alors, Qu'est-ce qui t'a... réglementaire, c'est pas mon initiative, mais... Non, mais tu as donné Les comme... sans-A. Les sans-A. Ah non, Oui, les sans-A. c'est l'envie de dire que chacun a une histoire et chacun mérite d'être reconnu comme étant une personne importante. La question, c'était pas ça, c'était pourquoi toi et Oui. et quand. Oui. Ah non, mais je sais pas, c'est normal. Enfin, pour moi, Il y a un moment particulier où tu te dis il faut agir. Voilà, Tout le monde est touché par ça. Tout le Mais monde, oui. on croit que c'est de l'indifférence et moi j'y crois pas une seconde. D'accord, c'est que souvent on détourne le regard parce qu'on se sent impuissant. Exactement. Mais voilà, le fait que toi t'ailles voir les autres. peut-être trop sociable, un peu fou, je sais pas. Ouais, mais il répond pas toujours Non, pas à mais la c'est question. intéressant parce que c'est un garçon, il s'intéresse à Mais la oui. détresse des femmes. C'est ça aussi qui Oui, me et puis il est jeune parce que moi l'autre Il est jour, jeune, très jeune. je suis rentré en métro avec lui. Et je pourrais être son père aussi. Ouais, hein. Je suis rentré, il est trop modeste. Ça lui fait beaucoup de parents, hein, parce que moi aussi, Ouais. et il aime pas Il l'autorité. a je peut-être peux pas vous envie dire. d'être adopté. Non, mais il aime pas l'autorité. Dès qu'on lui parle comme un gamin, il déteste. Non mais sérieusement, je suis rentré en métro avec lui. On a pris le métro ensemble. Il a changé mon regard vis-à-vis des sans-abri. C'est sérieux. Hein. C'est-à-dire On est descendu, on a pris un escalier. Là, il y avait un monsieur un petit peu âgé qui faisait la manche. Et il est arrivé. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Mais juste ça. Mais Mais il y a putain, des mais gens c'est comme génial ça. quoi. Mais putain, on dit putain maintenant. Ok, bon là c'était. Ok, la situation l'autorise. Non mais à Toulouse, on dit putain, peut mettre même un G à la fin. Voilà, là putain. ça passe mieux. D'accord? Non, mais sérieusement, à partir de là, j'ai changé mon regard grâce à lui. Bon, merci Martin, on peut applaudir Martin. Ouais, bravo. Règle élémentaire. J'applaudis surtout Tara parce qu'il faut vraiment aider ces initiatives. Oui. Et, Oui, et Et puis c'est dans la foncez, France quoi. entière. Alors justement, ça Oui. peut être une opportunité de développer ça un peu Dans partout en d'autres- France. Si et, mon pharmacien me dit, oh, mais moi, je... Bah, voilà. tu vas voir un autre pharmacien. Ouais, Changer de tu- pharmacien. Mais il faut y croire. créer, en fait. Il faut Ouais. Ben voilà. Ouais, il faut que... Faut y Exactement. croire. Et puis j'imagine que beaucoup de Bravo. femmes, dans leur sac à main, ont un tampon ou une serviette. Donc c'est quelque chose qui... Allez, on vérifie. Non, pas du tout. Luc, Oui. donc tu nous as parlé des femmes, effectivement, qui après 45 ans ont plus de mal à trouver du travail. Ça c'est objectif, ce sont des chiffres. Ben oui. Et il existerait une solution. dedans. Il existe une solution. Il y a des femmes qui ne sont pas forcément à la rue comme ça, mais qui ont pu connaître et qui connaissent aujourd'hui la précarité qui est celle de l'emploi, de ne pas avoir d'emploi. Hein. Et on s'est rendu compte, enfin c'est les statistiques, c'est pas moi, que passé 45 ans, les femmes sont beaucoup plus touchées par le chômage que les hommes, d'accord? Et paradoxalement, elles sont plus diplômées. D'accord? Donc c'est assez injuste. Alors ces femmes, quand elles sont face à des recruteurs, on peut leur dire ben, vous êtes trop vieilles. Elles l'entendent. Elles ont entendu ça. On a pu leur dire elles sont pas branchées sur les nouvelles technologies de la communication et pour des outils informatiques. Voilà, ce genre de choses. On dit qu'elles s'adaptent pas, les femmes. Mais moi, je trouve que c'est les plus adaptables au monde. Arrête de failloter. Ouais, Arrête. c'est surtout- Non, mais je faillote pas, mais moi je suis convaincu que l'avenir faillote. de Nous, l'homme, on est c'est la formidable. femme. Mais ça, je le pense très sincèrement. C'est Louis Aragon, ça. Hein. Ah, mais Ah bon, on pense pareil. ça me va très bien. C'est le cas de cette femme qui est bordelaise et qui a vécu à 50 ans un licenciement, d'accord. C'est le cas aussi d'Alexandra. Alexandra, elle était secrétaire de direction. À 40 ans, elle a eu un bébé un petit peu tard, elle s'en est occupée. Et voilà. Et Exactement ce qui vous est Ouais. arrivé. Eh oui. C'est-à-dire Voilà. qu'elle était une comédienne, Samira, comédienne qui vivait de son métier, qui décide de s'occuper de son enfant, et là, fin de droit. C'est ça qui s'est passé, et donc c'est Exactement. fascinant ce que vous racontez. Et elle a voulu élever son enfant, et quand à 49 ans, son mari lui annonce qu'il veut divorcer,
ça n'a pas été très simple pour retrouver du boulot. Et c'est le cas aussi de Nadine qui est à Lyon, qui était dans l'informatique et qui a voulu créer sa propre boîte. Et ben, pas évident à 53 ans de convaincre des banquiers pour pouvoir monter sa boîte. En tout cas, ça a dû marcher. Ouais, parce il vous demande qu'elle un sourit. scanner. c'est vrai. Exactement. Elle a l'air très Alors, la épanouie. solution Alors, Justement. depuis 10 ans, en fait, existe un collectif de femmes, alors pas des chômeuses, des femmes qui sont chefs d'entreprise, des femmes qui appartiennent au MEDEF, des femmes qui MEDEF, sont... c'est le syndicat des patrons. Le syndicat des patrons. Des femmes qui ont des hautes responsabilités dans des grandes boîtes du CAC 40, et par solidarité, elles se sont dit, on va créer une association, loi 1901, qui s'appelle Force Femmes. Force Femmes, c'est un réseau de 700 bénévoles qui travaillent dans l'entreprise, qui travaillent dans le commerce, partout. D'accord ? Et qui se sont dit non, on va être solidaires envers ces femmes qui ont plus de 45 ans et qui sont coupées de l'emploi. D'accord ? On n'est pas d'accord. Mais si, Parce qu'il a un petit de langage, vous avez remarqué. Hein. tu es taquin. Et donc, c'est un réseau qui marche. C'est gratuit. C'est-à-dire que si ça vous arrive demain, vous allez taper à leur porte, c'est gratuit. Ils sont installés dans 11 grandes villes en France. Avignon, Lyon, Marseille, pas Toulouse, et ça, je suis pas d'accord. Bordeaux, Nantes, enfin, il y a 11 grandes villes en France où Force Femmes est installée. À tel point qu'aujourd'hui, quand on est dans cette situation d'être à Pôle emploi et d'avoir plus de 45 ans, Pôle emploi dit carrément à ces femmes, on peut pas aller voir Force Femmes parce que nous, on ne peut pas grand-chose pour vous. Ah oui. Voyez, donc ils ont une efficacité terrible. Ils font quoi ? Ils font rédaction de CV. On s'entraîne à des entretiens d'embauche. On fait des formations, gratuites, hein, des formations. On se réoriente. Mais vous êtes plus doué pour ça. Vous allez voir, essayez ça. Vous allez être doué. Et puis c'est surtout ce que disait Anaïs, c'est que ça permet de reprendre confiance en soi. Et que les échecs qu'on a eus, parce qu'on a connu le chômage, mais il faut en faire une force. En France, on a un problème avec l'échec. L'échec, c'est quelque chose dont il faut se servir, d'accord, pour rebondir. Je le rappelle à chaque fois, l'échec, c'est juste la preuve qu'on a essayé. Exactement. Tout à fait. Et ça marche. Il y a plus de 20 000 femmes en 10 ans qui sont passées par ce programme de Force Femmes, d'accord ? Et 30% d'entre elles ont retrouvé du boulot. Et il y a eu 700 femmes qui ont été aidées pour créer leur boîte même. Là, on parle, elles aident à la fois des femmes pour retrouver du boulot et aussi pour créer leur entreprise. Et donc, moi, je vous reprends mon exemple avec cette dame, elle a retrouvé du boulot. Elle travaille maintenant dans la communication à Bordeaux. Alexandra, elle travaille dans les relations publiques à Paris. Et Nadine, elle est en train de monter sa boîte. Elle a eu une idée de dingue, c'est qu'elle a voulu. Vous savez ce que c'est les imprimantes 3D ? Vous savez les trucs où Une idée de dingue. une idée de dingue. Dingue. Elle a créé un système d'imprimante 3D. Vous savez, on peut mettre du plastique et on crée des objets en 3D. Et bien, elle l'a fait avec du chocolat. Et elle a cette machine-là qui fabrique on met du chocolat dedans et il sort des pièces en chocolat. Et Force Femmes l'accompagne pour pouvoir démarcher auprès de pâtissiers, auprès d'entreprises, pour pouvoir Créer son propre emploi. créer sa propre boîte. Est-ce que Force Femmes peut nous mettre en relation avec des employeurs ou pas ? Mais évidemment, Ah oui, évidemment. quand même. Contactez Force Dans tous Femmes. les Elles sont- domaines. hein. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et ça Ah, et marche. vous avez pâté, là. Hein. Tous les domaines. Alors, on a cru qu'on arrive au bout de la question. Eh ouais, tous les domaines. Ah ben, on applaudit. Pas moi, c'est Force Femmes. Non, mais bien sûr, on a pas de Force Femmes. Et donc, c'est important, ces associations, donc Règles élémentaires, le Salon de Joséphine, Force Femmes. Donc, moi, ça me donne la pêche et le moral C'est d'imaginer vrai, qu'il y a des... Vous aussi ? Ah ouais, complètement, ouais. Donc, vous vous sentez bien ? Ah mais carrément. Bon. Bon, je voudrais quand même qu'on dise à mes camarades que donc, voilà, Samira a raconté de manière extraordinaire, elle a donné une voix aux invisibles, parce que vous avez le même vocabulaire, elle a été invisible à un moment donné. L'odeur des planches en écrivant cette histoire. Et puis là, c'est un roman, parce qu'elle est écrivain. Et là, les critiques l'ont reconnu. Maintenant, elle est vraiment une écrivain formidable, très douée, qui vous donne la chair de poule quasiment à chaque ligne. Majda en août, et je vais demander à ses amis d'en parler. Majda en c'est août. bien, tiens. C'est un portrait de femmes, issues d'une famille maghrébine. Et le livre, au-delà évidemment de l'histoire d'une femme qui est atteinte d'une forme de folie, si je puis dire, d'une forme de psychose, on peut appeler ça comme ça. Ouais. Ce qui est très beau, c'est la manière dont, au fond, c'est un livre politique. C'est un livre qui parle des femmes qui sont issues d'une famille maghrébine. Toute la manière dont l'éducation, parfois, enferme les femmes dans un rôle. Là, il y a une sorte de renversement dans cette femme qui s'appelle Majda, dont c'est l'histoire. Voilà. Et là, c'est pas autobiographique, c'est vraiment de la fiction. Et c'est bouleversant, mais c'est surtout
la délicatesse avec laquelle tu écris, avec laquelle tu décris, c'est... Bravo. Le silence est encore plus fort. Bon, et puis merci beaucoup et j'espère revoir très vite sur les planches l'odeur des planches, parce que j'ai pas pu le voir en vrai. Merci à vous tous, merci les camarades. Merci beaucoup Samira, merci. Merci. Merci de la confiance. Frédéric. Merci d'accepter que votre histoire puisse servir aux autres et nous donner des clés qu'on peut utiliser dans notre propre existence. Et comme dirait le poète, ne pas partager est une perte de temps. Alors merci à vous tous de nous en avoir fait gagner. Merci à vous. Merci. Merci.